Maître Sylvain Tantin, bonjour. Bonjour. Nous rappelons que vous êtes président de la Chambre des notaires. Et avec vous, aujourd'hui, nous verrons quelles sont les obligations du notaire avant la vente, mais aujourd'hui surtout, concernant le vendeur. Mais vous vouliez déjà nous faire un rappel sur d'autres thèmes qui permettent à celui-ci une meilleure compréhension. Très bien. Nous avions vu ou envisagé dans une émission récente les problèmes que pouvait soulever l'avant-contrat. L'avant-contrat, c'est la promesse de vente ou le compromis de vente. Donc nous avions évoqué les différentes possibilités. Qu'est-ce qu'un compromis de vente? Qu'est-ce qu'une promesse de vente? Quels sont les engagements des uns et des autres lorsque l'on signe une promesse de vente? Imaginons maintenant que cette promesse de vente soit signée, que l'avant-contrat soit signé. Il faut maintenant passer à la réalisation de l'acte de vente. Parce qu'en fait, dans une opération immobilière, il y a trois grands moments. L'avant-contrat, donc les préparatifs, la promesse de vente, le compromis de vente, le contrat lui-même, donc la signature de l'acte authentique de vente, et troisième étape, les formalités après signature. Tout cela fait partie d'un tout. Donc une fois que votre avant-contrat, votre promesse de vente ou votre compromis de vente a été signé, vous vous dites, il y a un délai qui a été prévu, un délai en général de 3 ou 4 mois. Il faut que dans ce délai-là, les formalités soient accomplies de façon qu'on puisse signer un acte authentique de vente dans des conditions acceptables. Et là, le vendeur, naturellement, lui, il est pressé de vendre. Il est pressé de vendre parce que son problème, c'est de toucher le prix de la vente. L'acquéreur est souvent, lui aussi, pressé d'acheter. Il fait les formalités nécessaires pour obtenir son prêt. Il a des obligations, il doit déménager, il faut qu'il rentre dans l'appartement, ou alors si c'est un terrain, il faut qu'il puisse lancer son programme de construction. Donc, tout le monde est un peu pressé, un peu stressé, et tout le monde est braqué sur les délais. Et là, on se dit, mais le notaire prend du temps, c'est long, quelquefois cela dépasse le délai qui est prévu dans la promesse de vente, mais tout cela se justifie parfaitement. Il y a des causes. On ne signe pas, en effet, une vente sans avoir pris un minimum de précaution. Donc ce sont ces obligations auxquelles le notaire est astreint que je souhaiterais aborder aujourd'hui. Merci. Alors, autant les obligations du notaire, nous verrons, concernant la vente, et plus particulièrement avant la vente. Aujourd'hui, nous verrons surtout l'axe concernant le vendeur. Et dans une prochaine émission, nous verrons l'axe concernant l'acquéreur. Voilà. Alors, concernant le vendeur, la chose la plus importante pour le notaire, c'est d'assurer ou de s'assurer de la validité du titre de propriété du vendeur. Parce qu'il faut que celui qui vend ait la capacité de vendre. Avoir la capacité de vendre, cela veut dire qu'il est réellement propriétaire. Donc il nous appartient de vérifier, et cela sur une période de 30 ans, il nous appartient de vérifier que le bien qui est vendu a bien été régulièrement transmis. C'est-à-dire que pendant 30 années, il y a eu des ventes successives qui se sont faites de façon régulière, que le titre de propriété est en bonne et due forme. Et il nous faut vérifier donc pour cela la situation hypothécaire. Alors, avant de développer cette situation hypothécaire, avec vous, aujourd'hui, nous verrons 4 situations. Juste les situer et après on revient pour le développement de l'hypothécaire. Très bien. On verra les obligations vis-à-vis de la situation hypothécaire du bien, les obligations par rapport à la situation de l'urbanisme, les obligations par rapport à la situation sanitaire du bien, et enfin, nous aborderons brièvement le problème des plus-values, puisque la plus-value concerne directement le vendeur. Merci. Donc, concernant la situation hypothécaire, il nous appartient de nous assurer que le bien qui est transmis est bien la propriété de celui qui vend, et qu'en outre, il n'est pas grevé, c'est un terme savant, qui n'est pas grevé d'inscription hypothécaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce vocabulaire, hypothèque, hypothécaire. Revenons sur un terme simple. Très bien, c'est important de bien définir tout cela. Dans le système du droit civil, dans le système français, majoritairement, nous sommes dans un système où la publicité foncière est une étape qui est nécessaire pour que tout le monde, ce qu'on appelle les tiers, soit informé que vous êtes bien propriétaire.
Cela signifie que si vous faites un acte d'acquisition et que vous ne publiez pas cet acte-là aux hypothèques, à la conservation des hypothèques. La conservation des hypothèques, c'est un service administratif, c'est un service de l'État, qui dépend d'ailleurs des services fiscaux. Donc si vous ne publiez pas votre acquisition aux hypothèques, il est clair que vis-à-vis de la personne qui vous a vendu, vous êtes bien propriétaire, mais pour les tiers, c'est-à-dire les autres personnes qui ne sont pas parties au contrat, ils n'ont aucun moyen de justifier, de vérifier que vous êtes bien propriétaire. Donc la publicité foncière est un élément fondamental. Et la publicité foncière suppose que pour être publié, un acte soit réalisé en la forme authentique, c'est-à-dire reçu par devant notaire. Merci. Donc, lorsque sur un bien donné, il y a une opération qui se déroule. Imaginons qu'il y ait un prêt. Vous faites un prêt avec une garantie hypothécaire. La banque qui vous fait un prêt demande traditionnellement une garantie hypothécaire. Mais cette garantie hypothécaire, elle résulte d'une inscription qui est portée au fichier immobilier de la publicité foncière. Et ce fichier immobilier, nous devons, nous, le consulter systématiquement avant de pouvoir vendre le bien. C'est comme si, je ne sais plus si ça se fait d'ailleurs, dans le temps quand on vendait des voitures d'occasion, on devait vérifier s'il était gagé, si le véhicule est gagé. C'est un peu ça. Il faut que nous vérifions, nous, que l'immeuble, le bien qui est vendu, la maison, l'appartement, le terrain, n'a pas été grevé d'une inscription d'hypothèque. C'est-à-dire qu'un créancier quelconque n'a pas pris une inscription d'hypothèque. Alors, je le dis autrement. En fait, vous devez vérifier si la personne n'a pas demandé un crédit en disant, comme garantie, j'ai tel immeuble ou tel terrain, et si jamais je ne payais pas mon crédit, vous n'auriez qu'à vous servir sur ce terrain ou cette maison. Exactement. Et lorsque la personne a donné en garantie son terrain ou sa maison, elle ne peut pas vendre le terrain ou la maison sans avoir l'accord de la banque qui dit, moi je veux bien enlever mon hypothèque, mais à condition que vous me remboursiez ce que vous me devez. Ou en tout cas que vous me payiez sur le prix de vente de façon que je puisse attendre que vous puissiez finir le remboursement. Alors justement, pour éviter les malentendus, bien évidemment, tous nos propos aujourd'hui concernent les ventes, que ce soit mobilières et immobilières. Oui, enfin, le fichier immobilier concerne essentiellement les immeubles. Donc, on parle de vente d'appartements, de maisons, de terrains, d'immeubles en général. Alors, le fichier immobilier, donc, c'est pour nous une sorte de... Immobilier, donc immeuble, c'est-à-dire qui n'est pas meuble. Alors aujourd'hui, nous parlons aussi des... Non, uniquement des immeubles. D'accord. On ne parle que des immeubles. Puisqu'on parle d'actes authentiques, de fichiers immobiliers, ça ne concerne que les immeubles. Donc, je répète, terrain, appartement, maison ou ensemble immobilier. D'accord. Donc, lorsque c'est un peu votre empreinte, le fichier immobilier, c'est l'empreinte de l'immeuble, c'est un peu son curriculum vitae. On sait tout ce qui se passe sur un immeuble par rapport aux inscriptions du fichier immobilier. C'est la raison pour laquelle, avant toute chose, il appartient au notaire de demander un renseignement hypothécaire, donc un renseignement à la conservation des hypothèques, pour savoir quelle est la situation du bien par rapport à d'éventuels créanciers inscrits ou même par rapport à autre chose. Il se peut par exemple que le bien que vous avez acheté, l'acte d'acquisition soit attaqué par quelqu'un. Donc il y a une demande en annulation de la vente. On ne peut pas le savoir si on n'a pas au préalable vérifié le fichier immobilier. Donc la première démarche du notaire, c'est de vérifier que celui qui vend un bien est régulièrement propriétaire du bien qu'il vend, et d'autre part que ce bien-là n'est pas lui-même accaparé par d'autres créanciers qui ont un droit de suite sur le bien. Première étape. Deuxième étape, situation urbanique ou au niveau de l'urbanisme. Alors, voilà. Au niveau de l'urbanisme, nous sommes dans toujours la même obligation qui pèse sur le notaire, c'est de garantir à l'acquéreur que le bien qu'il va acheter correspond à l'usage auquel il le destine. Imaginez que vous vouliez, vous, M. Malaël, acheter un terrain pour construire. Que je vous dise, il n'y a pas de problème, on fait la vente tout de suite, sans m'inquiéter de savoir quelle est la situation du terrain par rapport aux règles d'urbanisme, sans m'inquiéter concrètement de savoir si le terrain est constructible. Et à supposer qu'il soit constructible, dans quelles conditions il est constructible, quel est le coefficient d'occupation des sols, qu'est-ce que vous pouvez construire dessus. Eh bien, vous seriez en droit de me demander des comptes. Parce que si vous achetez ce terrain dans le but de construire votre maison et
au final, vous vous rendez compte que ce terrain est inconstructible, vous direz, mais attendez, vous n'avez pas respecté votre obligation. Vous m'avez vendu un terrain sans vous assurer que le terrain correspondait à ce que je voulais faire. Alors, dans ces obligations urbanistiques, est-ce qu'il y a aussi le fait que certains bâtiments ne peuvent être exploitables que pour comme outils commerciaux et d'autres comme uniquement à titre privé, c'est-à-dire en habitat? Absolument, absolument. C'est la responsabilité du notaire qui est engagé. Si vous lui dites que vous achetez un appartement pour habiter et qu'il sait parfaitement que c'est un local commercial et qu'il ne vous en informe pas, qu'il ne vous dit pas, attendez, vous ne pourrez pas habiter dans ce local parce que c'est un local commercial qui n'est pas destiné à l'habitation. Donc il nous faut nous garantir que le bien est conforme à l'usage que celui qui l'achète compte en faire. Alors toutes ces informations, ces obligations d'information, ce sont des obligations qui pèsent en fait sur le vendeur. Il appartient au vendeur de fournir ces éléments à l'acquéreur. Mais comme le vendeur nous a donné mandat en fait de faire le dossier, c'est nous qui devons faire ces vérifications et dans le temps, il y a toute une série de délais qui sont mis en place. Je reviens à la demande de renseignement hypothécaire. Jusqu'à présent, c'était un obstacle majeur parce qu'une demande d'état hypothécaire était extrêmement longue. Maintenant, avec les procédés de l'informatique, de la téléréquisition, vous savez que les notaires maintenant sont en réquisition, en dématérialisation. Nous sommes en train de faire des documents dématérialisés que nous transmettons à la conservation des hypothèques. Donc dans cette relation de dématérialisation, nous arrivons, grâce à l'informatique, à obtenir des renseignements hypothécaires dans des délais relativement brefs qui sont d'environ 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Alors, ça, c'est un premier délai qui est un délai incompressible. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on va régulariser un acte de vente si on n'a pas le renseignement hypothécaire qui nous donne la situation exacte de l'immeuble au moment où on vend. Et il ne faut pas que ce renseignement soit trop âgé. Il faut qu'il soit relativement récent. Donc, si nous prenons trop de temps pour d'autres raisons pour signer la vente, il faudra à nouveau demander un état hypothécaire, ce qui va rallonger encore les délais. Alors après l'état hypothécaire, nous avons vu qu'il y avait le renseignement d'urbanisme. Le renseignement d'urbanisme, c'est un certificat en général, un certificat d'urbanisme que nous réclamons en mairie, avec l'autorisation du vendeur naturellement, puisque c'est lui qui est propriétaire. Et là maintenant, normalement, ces pièces-là doivent être délivrées dans le délai d'1 mois. Mais encore une fois, tout dépend de dans quelle situation on se trouve. S'il s'agit de demander un certificat d'urbanisme sur un terrain nu, comme ça, isolé, ça ne pose pas de difficulté. Mais si vous devez diviser le terrain, si le vendeur divise le terrain pour vendre, la demande de certificat d'urbanisme change. Si en plus il divise en plus de 2 lots, que nous sommes obligés de faire des démarches particulières pour avoir un permis d'aménager, là encore les délais se rallongent. Mais tous ces délais, ce sont des délais qui nous sont imposés. On ne peut pas décider, comme je vous l'ai expliqué, de faire un acte si on ne remplit pas ce minimum d'obligations et de vérification. Après l'état hypothécaire et les renseignements d'urbanisme, alors l'état hypothécaire, je vous le rappelle, c'est la conservation des hypothèques, c'est un service de l'administration fiscale, des impôts. Le certificat d'urbanisme, ce sont les services de la mairie qui le délivrent. Donc là, vous voyez bien que vous soyez très réactif dans votre constitution de dossier, vous dépendez malgré tout des délais que vous imposent les services administratifs, les services extérieurs. Après les états hypothécaires et des certificats ou renseignements d'urbanisme, il y a d'autres obligations que la loi a mis récemment à la charge du vendeur. Il lui appartient de fournir un certain nombre de renseignements sur l'état sanitaire du bien. Alors, c'est quoi l'état sanitaire ? Il s'agit de vérifier, surtout dans nos pays, que le bien en question n'est pas attaqué ou infesté par des termites. Donc c'est ce qu'on appelle un état parasitaire. Il faut que le vendeur fournisse un état parasitaire du bien à vendre. Cela signifie concrètement qu'il va faire appel à un professionnel, un expert, qui ira vérifier sur les lieux si le bâtiment vendu est attaqué ou non par les termites. S'il y a des traces de termites, il faudra vérifier également que, suivant la date de construction de l'immeuble,
qu'il n'y a pas d'amiante, qu'il n'y a pas de produits contenant de l'amiante qui ait été utilisé dans la construction, de façon à pouvoir en informer l'acquéreur. Et ça, ce sont des obligations très fortes qui pèsent sur le vendeur et que le notaire doit vérifier. Il nous faut nous assurer que ces vérifications ont été faites préalablement à la rédaction du contrat. Avant même de commencer à rédiger le contrat, il faut faire toutes ces vérifications et vérifier tous ces points. D'accord. Alors, comme ces ventes concernent tous les biens immobiliers, donc, Oui. donc bâtiments ou terrains, mais que nous-mêmes, aux Antilles, nous sommes assujettis au séisme, Oui. aux cyclones, et parfois, avec les années, aux incendies, donc événements que nous avons connus ces derniers temps. Donc, dans cette notion, surtout quand c'est un fonds de commerce, par exemple, donc vous acquérez ce lieu, c'est à quel niveau? Donc, vous avez dit tout ce qui est urbanisme, il y a un lien fort avec la mairie, sanitaire, donc on arrive à imaginer, mais par exemple, dans l'État, dans quel type de situation ça intervient, ou est-ce qu'il y a une obligation à ce niveau-là de regarder est-ce que le bâtiment, au moment où vous l'achetez ou vous le vendez, parce qu'on parle du vendeur aujourd'hui, vous avez obligation de signifier à ce moment-là, au niveau notarial, que le bâtiment est toujours conforme, même s'il était il y a 10 ans. Mais je crois que la assurance des architectes, c'est 10 ans, il me semble. Est-ce que ce bâtiment répond toujours aux normes sismiques? Est-ce que les toitures sont toujours suffisantes après 3 ou 5 cyclones, désormais, enfin, en termes actuels? Et est-ce que toutes les normes de sécurité, faux plafond, carrelage que vous aviez prévu, correspondent à des situations où ont évolué par rapport aux normes de sécurité face à des incendies? Parce que maintenant, il ne se passe plus une année sans qu'il y ait d'incendie ni à Pointe-à-Pitre, ni à Basse-Terre. Donc, est-ce qu'au moment où vous venez pour vendre et par voie notariale, il y a une obligation de réactualiser ça par rapport aux facteurs que l'on vit sous les Antilles? Alors, on n'est pas encore à ce degré d'investigation, mais ça va venir, ça vient tout doucement, puisque aujourd'hui, il y a une nouvelle obligation qui est entrée en application depuis le 1er novembre, c'est l'obligation de vérifier les installations de gaz. Vous vendez une maison à la campagne, vous avez installé un système de gaz fixe, eh bien, il faut là encore qu'un expert aille vérifier que l'installation au gaz ne comporte pas de défectuosité, en tout cas que cette installation est conforme. Donc vous avez déjà une autre obligation. Il y aura bientôt l'obligation de vérification de l'installation électrique, avec obligation pour le vendeur de mettre aux normes l'installation électrique si elle ne l'est pas. Et plus nous avançons, et plus dans la défense du consommateur, nous allons vers des mesures, des diagnostics de plus en plus importants. À tel point que aujourd'hui, avant de faire une vente qui est un acte juridique pur, vous avez toute une série de vérifications sur le terrain et qui vont aboutir à un véritable diagnostic technique de l'immeuble. Ce à quoi on veut aboutir, c'est en fait un véritable diagnostic technique de l'immeuble qui sera annexé à l'acte de vente. Donc aujourd'hui, je le rappelle, sont vérifiés les états sanitaires, les états d'amiante, les états concernant l'installation en gaz, bientôt l'installation d'électricité, les installations de piscines. Il faut vérifier si les piscines sont ou non protégées conformément à la loi, etc. Et bientôt, nous aurons l'établissement d'un véritable diagnostic technique, puisqu'on va commencer à vérifier également l'installation électrique. Alors, il y a autre chose, indépendamment de cette information technique, il y a aussi une information qui a son importance. Vous parliez de cyclone de tremblement de terre. Il nous faut vérifier le plan de prévention des risques naturels. Vous savez que sur notre département, dans toutes les communes, il y a des plans de prévention de risques naturels qui ont été soit prescrits, soit approuvés. En tout cas, on sait quels sont les risques naturels qui intéressent notre pays. Et ça s'est fait avant chaque vente? Avant chaque vente, on doit vérifier, avant chaque vente et dans chaque bail, également dans un bail commercial, vous parlez de bail tout à l'heure, dans la location, le contrat de location, on doit également indiquer quels sont les plans de prévention de risques naturels qui s'appliquent à l'immeuble en question, pour qu'on sache est-ce que dans la zone où la personne va acheter, nous sommes dans un risque de séisme, un risque de tremblement de terre, dans un risque de volcan, de cyclone, etc. Vous me direz que sur la Guadeloupe, tous les risques que j'évoque sont partout. Hein. On a tous les risques, inondations,
séisme niveau 3. C'est-à-dire qu'il faut bien informer l'acquéreur que vous êtes dans un système où, à tout moment, un tremblement de terre peut surgir, et un tremblement de terre de magnitude relativement importante. Donc, à part les vérifications juridiques pures, on était tout à l'heure dans l'état hypothécaire et le certificat d'urbanisme, qui sont des vérifications juridiques pures, vous avez des vérifications techniques de plus en plus pointues, de plus en plus importantes, et qui pèsent, bien entendu, sur le vendeur. C'est-à-dire qu'il lui appartient, à lui, vendeur, de payer les frais de toutes ces demandes. Parce que quand vous faites vérifier l'installation au gaz, c'est un expert. D'accord. Donc en fait, c'est à la charge du vendeur. À la charge du vendeur. Toutes les inspections. Toutes les inspections techniques, aujourd'hui, sont à la charge du vendeur. Et il nous appartient, à nous notaires, de vérifier que ces inspections ont bien été réalisées, et nous ne pouvons pas signer un acte de vente si nous ne sommes pas en possession de l'original de chacune des expertises qui aura été faite concernant l'état parasitaire, l'amiante et tous les autres diagnostics techniques qui sont imposés par la loi. Alors, au niveau locataire, et là c'est plus d'individus, de particulier à particulier, de temps en temps nous avons, personnes lambda, c'est un peu cette rumeur qui dit, quand je viens pour louer un appartement, s'il y a des petits travaux, je peux le déduire de mon loyer. Donc des fois, si c'est trop lourd, je peux me retrouver à avoir 3 loyers gratuits ou divisés, morcelés sur l'année. Est-ce que cette même image peut être, s'il y a beaucoup de travaux à faire, que la personne qui vend, et là je parle maintenant de vente, a le droit de dire toutes ces charges, donc ce sont des dépenses. Oh, moi je veux gagner de l'argent, puisqu'on parle aujourd'hui du vendeur, donc il dit ça devait coûter 10 000 euros, même 20 000 euros. Je ne les ai pas, puisque c'est pour cette raison que je veux vendre, de se soustraire à ça et de dire je détruis ces 20 000 euros de l'argent qu'on me donne, ou alors justement c'est que vous obligez, la loi oblige à ce que rien ne soit vendu, que ce soit bloqué, tant que concrètement ce ne soit pas fait. Alors on est dans le domaine du contrat. On est dans le domaine du contrat, et du contrat, on est dans le domaine du consensuel. Cela veut dire que à partir du moment, ce qui importe pour nous, c'est quoi? C'est d'identifier les problèmes. À partir du moment où ils sont identifiés, qu'on a cerné le risque, qu'on a dit voilà où il y a un problème, il appartient au vendeur et à l'acquéreur de se mettre d'accord pour savoir qui paye. Éventuellement, il peut très bien y avoir une négociation qui consiste à dire il y a des travaux, un traitement curatif à faire pour je sais pas, les termites, eh bien, au lieu que je supporte moi ce traitement, le vendeur peut très bien proposer à l'acquéreur de le prendre à sa charge, quitte à ce qu'il déduise le coût de ce traitement du prix de vente. Ça, on est dans le domaine du consensuel. L'essentiel pour nous, c'est d'identifier le problème, de vérifier que tous les aspects de la vente et tous les aspects de l'immeuble ont bien été cernés, que les éléments techniques sont bien en notre possession et que l'acquéreur est parfaitement informé de la situation réelle du bien au moment où il achète. C'est ça conscience de la situation réelle. Qu'il en ait parfaitement conscience. Et comme il y a contrat, est-ce que l'on pourrait dire aussi l'intérêt justement de venir signer devant un notaire cet accord, que s'il y a des termites, que si on disait donc la charge, l'assurance de l'architecte est de 10 ans, mais au moment où je viens acquérir ma parcelle, comme on pourrait dire en Martinique, au moment où je viens pour louer une case du rez-de-chaussée pour mon commerce, l'immeuble a déjà 20 ans, que si je négocie que c'est à ma charge certaines choses, vaut mieux pour l'un et l'autre que ce soit fait devant un notaire. Ainsi, si comme par hasard, comme en Martinique, il y a un tremblement de terre et vous perdez tous vos biens, au moins tout le monde était averti. C'était pas de bouche à oreille. Comme en Guadeloupe, s'il y a des incendies, c'est que vaut mieux que les choses soient dites devant un notaire au niveau des assurances, que ce soit pour le vendeur. Et si le vendeur sait que devant le notaire, c'était dit que vous étiez engagé face au risque d'incendie, face au risque de tremblement de terre, que c'est vous qui l'auriez payé, même si après vous n'avez pas payé pour en faire économie, mais ça ne concerne plus le vendeur parce qu'il y a eu contrat devant un notaire. C'est ça, notre obligation, c'est la transparence. La transparence, c'est la responsabilité. Que les gens sachent parfaitement à quoi ils s'engagent, quels risques ils prennent. Et si le risque est trop important, il nous appartient aussi de dire je ne cautionne pas ce genre de choses, je ne prends pas ce risque-là, je vous déconseille de faire l'opération. On peut aller jusque-là. Donc, transparence, sécurité, ce sont les obligations qui pèsent sur le notaire.
il lui appartient de s'assurer que chacune des parties s'engage en connaissance de cause. Qu'il n'y a pas de choses louches qui soient cachées, que le vendeur ait connaissance d'un vice quelconque et qu'il ne le dise pas. C'est ça notre obligation. Alors, nous parlons problème en négatif, mais justement, dernière étape, problème des plus-values. Ah oui, alors le vendeur qui a besoin d'argent, lorsqu'il vend en général, a besoin d'argent, ne pense pas tout de suite qu'il lui appartient de payer un impôt direct qu'on appelle l'impôt de plus-value. Alors, c'est quoi l'impôt de plus-value? C'est un impôt qui vient taxer la différence entre le coût de revient de l'immeuble et le coût de vente. Vous l'avez acheté à tel prix, vous le revendez avec une plus-value, mais sur cette plus-value, vous payez un impôt, je fais court, vous payez un impôt qui représente 27% de la plus-value. Bon. En gros, l'État prend une part du bénéfice. C'est ça, et c'est le notaire qui récupère cette part du bénéfice directement sur le prix de vente. C'est-à-dire que quand vous vendez à 100 000 euros, vous touchez 100 000 euros moins la plus-value. Parce que nous prélevons cette somme-là que nous reversons à l'État. Nous sommes encore une fois des percepteurs. Vous savez, on l'a déjà suffisamment développé. Alors, il y a des cas où il n'y a pas de plus-value. Quand vous vendez votre résidence principale, vous n'êtes pas assujetti à l'impôt des plus-values. Donc, vous pouvez vendre votre résidence principale à tout moment, il n'y a pas de plus-value. Vous pouvez aussi être exonéré de plus-value lorsque vous détenez votre immeuble depuis plus de 15 ans. Si vous avez acheté depuis plus de 15 ans, vous n'avez pas de plus-value à payer. Alors, tous ces éléments-là doivent être portés à la connaissance du vendeur au moment où, avant qu'on entre dans le contrat lui-même, pour qu'il sache, qu'on lui fasse son calcul, pour qu'il sache que sur un prix de X, il va devoir déduire telle somme que nous prélevons directement sur le prix de vente et que nous reversons à l'État. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, ou je fais comme si je n'ai pas compris. Oui. Vous me dites que si je suis propriétaire de mon bien immobilier depuis plus de 15 ans, au moment de la passation par la vente, je ne paierai pas cette taxe à l'État. Non, il n'y a pas de plus-value. Au-delà de 15 ans, vous ne payez pas de plus-value. Je ne paye plus de plus-value. Vous ne payez plus de plus-value. C'est-à-dire, si je l'ai depuis 30 ans, 40 ans... Vous ne payez pas de plus-value. Et est-ce que mes héritiers, ça rentre dans ces... c'est-à-dire que moi, je l'ai eu 5 ans, j'ai décédé, et les 10 ans qui restent, c'est mes enfants qui l'ont... Ils reçoivent le bien à partir du décès. Donc, il faut vérifier... Ça recommence à zéro. Voilà, entre le moment du... Mais quelle évaluation a-t-on faite au moment du décès? Tout dépend de l'évaluation qui est faite au moment du décès. Donc, la plus-value va se déterminer entre l'évaluation faite au moment du décès et le prix de vente au moment où ils revendent. D'accord. Donc, pour cette plus-value, s'il y avait une astuce par rapport à d'autres émissions, on aurait pu dire, à ce moment-là, c'est les plus judicieux pour des parents de déjà donner leur bien de leur vivant, même s'ils restent résidents de ceux-ci, pour que justement leur enfant bénéficie de cette notion des 15 ans pour ne pas payer cette taxe à l'État le jour de la vente. C'est une bonne technique. Je m'excuse de vice. Si vous aviez encore 2 mots pour conclure sur la minute. Non, je voulais conclure, provisoirement, en disant simplement que les délais que bien souvent on nous reproche, on nous dit qu'on prend beaucoup de temps pour faire une opération immobilière, etc., tout le monde est pressé, mais ce sont des délais qui sont nécessités par la sécurisation que nous devons apporter au contrat. Il n'y a pas de sécurité sans vérification. Il n'y a pas de sécurité sans vérification approfondie et vérification technique des situations, des immeubles et des biens que nous vendons. Voilà, les délais, c'est ça. Ça n'amuse personne d'attendre 3 mois ou 4 mois pour faire une vente. Moi, si je pouvais faire une vente dans les 10 jours, on serait tous heureux, naturellement. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'assurer la sécurité des transactions. Et pour assurer la sécurité des transactions, il faut malheureusement le temps de la vérification. Et notamment, comme vous dites, des fois pour la situation de l'hypothèque, des fois vous devez passer par des mairies qui, elles aussi, ont leur petit temps administratif. Bien sûr, etc. Bien sûr. Chacun a ses contraintes. Et les différents experts qui se mettent à disposition. Vous avez tout dit? Pour cette fois-ci, si vous le voulez bien, en attendant le prochain épisode. D'accord. Prochain épisode, donc toujours quelles sont les obligations du notaire avant la vente, mais autant aujourd'hui c'était concernant le vendeur que le prochain rendez-vous auquel nous vous invitons, c'est concernant l'acquéreur. Nous étions donc avec Maître Sylvain Tantin, président de la Chambre des notaires. Tout cela se justifie parfaitement. Il y a des causes.
On ne signe pas, en effet, une vente sans avoir pris un minimum de précautions. Donc ce sont ces obligations auxquelles le notaire est astreint que je souhaitais aborder aujourd'hui. Merci. Alors, autant les obligations du notaire, nous verrons, concernant la vente, et plus particulièrement avant la vente. Aujourd'hui, nous verrons surtout l'axe concernant le vendeur. Et dans une prochaine émission, nous verrons l'axe concernant l'acquéreur. Voilà. Alors, concernant le vendeur, la chose la plus importante pour le notaire, c'est d'assurer ou de s'assurer de la validité du titre de propriété du vendeur. Parce qu'il faut que celui qui vend... Maître Sylvain Tantin, bonjour. Bonjour. Nous rappelons que vous êtes président de la Chambre des notaires. Et avec vous, aujourd'hui, nous verrons quelles sont les obligations du notaire avant la vente, mais aujourd'hui surtout, concernant le vendeur. Mais vous vouliez déjà nous faire un rappel sur d'autres thèmes qui permettent à celui-ci une meilleure compréhension. Très bien. Nous avions vu ou envisagé dans une émission récente les problèmes que pouvait soulever l'avant-contrat. L'avant-contrat, c'est la promesse de vente ou le compromis de vente. Donc nous avions évoqué les différentes possibilités. Qu'est-ce qu'un compromis de vente? Qu'est-ce qu'une promesse de vente? Quels sont les engagements des uns et des autres lorsque l'on signe une promesse de vente? Imaginons maintenant que cette promesse de vente soit signée, que l'avant-contrat soit signé. Il faut maintenant passer à la réalisation de l'acte de vente. Parce qu'en fait, dans une opération immobilière, il y a 3 grands moments. L'avant-contrat, donc les préparatifs, la promesse de vente, le compromis de vente, le contrat lui-même, donc la signature de l'acte authentique de vente, et 3e étape, les formalités après signature. Tout cela fait partie d'un tout. Donc une fois que votre avant-contrat, votre promesse de vente ou votre compromis de vente a été signé, vous vous dites, il y a un délai qui a été prévu, un délai en général de 3 ou 4 mois, il faut que dans ce délai-là, les formalités soient accomplies. Et la capacité de vendre. Avoir la capacité de vendre, cela veut dire qu'il est réellement propriétaire. Donc il nous appartient de vérifier, et cela sur une période de 30 ans, il nous appartient de vérifier que le bien qui est vendu a bien été régulièrement transmis. C'est-à-dire que pendant 30 années, il y a eu des ventes successives qui se sont faites de façon régulière, que le titre de propriété est en bonne et due forme. Et il nous faut vérifier donc pour cela la situation hypothécaire. Alors, avant de développer cette situation hypothécaire, avec vous, aujourd'hui, nous verrons 4 situations. Juste les situer et après on revient pour le développement de l'hypothécaire. Très bien. On va remplir de façon qu'on puisse signer un acte authentique de vente dans des conditions acceptables. Et là, le vendeur, naturellement, lui, il est pressé de vendre. Il est pressé de vendre parce que son problème, c'est de toucher le prix de la vente. L'acquéreur est souvent, lui aussi, pressé d'acheter. Il fait les formalités nécessaires pour obtenir son prêt. Il a des obligations, il doit déménager, il faut qu'il rentre dans l'appartement. Ou alors, si c'est un terrain, il faut qu'il puisse lancer son programme de construction. Donc, tout le monde est un peu pressé, un peu stressé. Et tout le monde est braqué sur les délais. Et là, on se dit, mais le notaire prend du temps, c'est long, quelquefois cela dépasse le délai qui est prévu dans la promesse de vente. Mais